Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. On attend que tout le monde rejoigne la réunion. Alors, bonjour. Donc, on fait la lecture de l'électrocardiogramme et cette séance s'intéressera particulièrement aux troubles du rythme, donc à l'étage ventriculaire. À la fin de la séance, on abordera aussi les signes de l'ischémie myocardique. Alors, l'autre séance, on a déjà vu les extrasystoles, les troubles du rythme supraventriculaire. Cette séance sera consacrée donc aux troubles du rythme ventriculaire. Alors, les troubles du rythme ventriculaire, il existe plusieurs types. La tachycardie ventriculaire, la torsade de pointe, le flotteur ventriculaire et enfin la plus grave des troubles du rythme ventriculaire et la fibrillation ventriculaire. Alors, on va commencer par la tachycardie ventriculaire. Alors, par définition, c'est quoi une tachycardie ventriculaire? Une tachycardie ventriculaire, c'est une arythmie qui est régulière avant tout, une arythmie qui est régulière et qui est générée par un processus électrophysiologique anormal qui prend son origine au niveau des ventricules, c'est-à-dire en dessous de la bifurcation du tronc de faisceau de vis. Et on parle d'une tachycardie ventriculaire à partir de 3 battements à une fréquence de plus de 100 à 120 battements par minute. Alors, je rappelle, comme le nom l'indique, une tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie qui est la conséquence d'un foyer ectopique qui siège au niveau des ventricules, c'est-à-dire au-delà de la bifurcation du tronc de faisceau de vis. Plus de 3 battements à une fréquence de plus de 120 battements par minute. Alors, on parle d'une tachycardie ventriculaire soutenue lorsqu'elle dure plus de 30 secondes. Tachycardie ventriculaire soutenue, plus de 30 secondes.
tachycardie ventriculaire non soutenue, c'est moins de 30 secondes. Alors, l'origine physiopathologique ou le substratum anatomique de toute tachycardie ventriculaire, c'est dans la grande majorité des cas, un phénomène de réentrée au niveau d'un foyer intraventriculaire. Rappelez-vous, le phénomène de réentrée, on l'a vu dans les tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale et aussi dans les réentrées auriculo-ventriculaires. La tachycardie ventriculaire est la conséquence d'un phénomène de réentrée à l'intérieur d'un foyer ectopique qui siège au niveau des ventricules. Alors, bien sûr, on a dit que toute tachycardie ventriculaire, c'est une arythmie qui est régulière. Donc, c'est une tachycardie qui est régulière et la caractéristique essentielle de tout trouble du rythme qui siège au niveau ventriculaire, c'est les QRS qui vont être très larges, d'accord? Parce qu'il y a une dépolarisation toujours asynchrone d'un ventricule avant l'autre. Donc, une tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie régulière à complexe QRS qui est large. Regardez ici, on D2 long, donc toujours analyser D2 pour pouvoir détecter les troubles du rythme. Donc, D2 long, on a une tachycardie qui est régulière, les espaces RR sont exactement identiques et large. Pourquoi large? Parce que la durée des QRS mesurée, donc ici, c'est environ à 160 millisecondes aux 4 petits carreaux. Toujours, la largeur des QRS, on la détermine dans les dérivations périphériques. Alors, le dogme essentiel, c'est quoi? C'est que toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, les tachycardies ventriculaires, généralement, ils vont poser essentiellement trois types de problèmes. Un problème de diagnostic avant tout, il est essentiellement électrocardiographique, mais donc il peut se poser un problème de diagnostic différentiel avec les tachycardies supraventriculaires, surtout avec un bloc de branche droit ou gauche préexistant. Le problème de la cardiopathie sous-jacente, une tachycardie ventriculaire qui survient sur un cœur qui est déjà malade avec une altération de la fonction ventriculaire n'a pas le même pronostic qu'une tachycardie ventriculaire qui survient chez un sujet jeune avec un cœur qui est a priori normal. Et le troisième problème, c'est le problème thérapeutique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'une tachycardie ventriculaire a été, le diagnostic d'une tachycardie ventriculaire a été retenu. Alors, le traitement ultime de ces tachycardies ventriculaires, c'est l'implantation généralement d'un défibrillateur automatique interne qui va, c'est une sorte de pacemaker, donc un boîtier et des sondes qui vont détecter ces tachycardies ventriculaires et les traiter par des chocs électriques internes. Alors, on commence par le problème diagnostic. Le diagnostic, on a dit qu'il est essentiellement électrocardiographique. Rappelez-vous, donc, l'ancienne séance, l'autre séance, on a dit que une tachycardie régulière à complexe QRS large, elle peut être avant tout une tachycardie ventriculaire, premier diagnostic à évoquer, mais aussi elle peut être une tachycardie supraventriculaire avec une préexcitation, c'est-à-dire ce qu'on a vu la tachycardie jonctionnelle antidromique. Troisième cas de figure, c'est les tachycardies supraventriculaires avec un bloc de branche qui est préexistant, c'est-à-dire organique, il y a une lésion d'une des branches droite ou gauche du tronc de faisceau de His, ou bien fonctionnel, c'est-à-dire qu'il y a une des branches qui se bloque à l'occasion d'une tachycardie. Donc, une tachycardie régulière à QRS large nous met devant ces trois diagnostics. C'est tachycardie ventriculaire, tachycardie supraventriculaire avec préexcitation, ou ce qu'on appelle les tachycardies jonctionnelles antidromiques, et les tachycardies supraventriculaires
avec bloc de branche préexistant ou fonctionnel. Alors, la règle générale, c'est de ne pas, c'est la règle à suivre toujours, ne pas le mettre, c'est toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. La deuxième règle générale, c'est que toute tachycardie qui est mal tolérée, elle doit être immédiatement réduite par un choc électrique externe. Alors, les signes de mauvaise tolérance sont surtout d'ordre hémodynamique, c'est-à-dire collapsus, état de choc cardiogénique, mais aussi respiratoire, œdème aigu du poumon, aussi neurologique, donc trouble de la conscience, trouble de la vigilance, etc. Alors, les deux principales règles, toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire, et toute tachycardie qui est mal tolérée, elle doit être immédiatement réduite par un choc électrique externe. Alors, le risque essentiel de toute tachycardie ventriculaire qui n'est pas traitée, c'est quoi? C'est en fait le risque de dégénérescence vers l'arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire. Alors, il y a une notion particulière donc, qui permet de conforter le diagnostic d'une tachycardie ventriculaire sur l'électrocardiogramme de surface, c'est la présence de ce qu'on appelle les complexes de capture et les complexes de fusion. C'est quoi ces complexes de capture et complexes de fusion dans la tachycardie ventriculaire? On a dit que les tachycardies ventriculaires sont des tachycardies dont l'origine, dont le foyer ectopique siège au niveau des ventricules. Donc, l'activité auriculaire qu'il va y avoir à partir de cette activation de ce foyer ectopique au niveau du ventricule peut être une activité sinusale qui est complètement dissociée. C'est une activité normale du sinus, mais qui est complètement dissociée de l'activité ventriculaire, ou bien une activation auriculaire rétrograde par les voies de conduction normales de conduction. D'accord? Donc, on a dit que la tachycardie ventriculaire, le foyer, il siège au niveau des ventricules. On va avoir une activité auriculaire, soit en rapport avec une activité sinusale normale qui est complètement dissociée de l'activité ventriculaire, ou bien une activité auriculaire rétrograde par les voies normales de conduction. Alors, c'est quoi ces complexes de capture et de fusion? Regardez cet électrocardiogramme. Non, ça c'est. Donc, regardez cet électrocardiogramme. Vous avez une tachycardie qui est régulière, qui a un complexe QRS qui sont larges, d'accord? Et lorsque la fréquence de la tachycardie, ici ça c'est une tachycardie ventriculaire, lorsque la fréquence de la tachycardie n'est pas très rapide, c'est-à-dire autour ici de 140-150, on peut deviner ici une activité auriculaire, on l'appelle une activité auriculaire rétrograde, une activité auriculaire rétrograde, d'accord? Voilà, ça et ça. C'est une activité qui est complètement dissociée de l'activité ventriculaire. Excusez-moi, ce n'est pas une activité auriculaire rétrograde, c'est en fait une activité auriculaire qui est complètement dissociée de l'activité ventriculaire. Regardez ici, des entités qui n'ont rien à voir, il n'y a aucune corrélation avec les complexes QRS. Voilà, en zoom, cette activité auriculaire dissociée, donc en cours d'une tachycardie ventriculaire, on a ce qu'on appelle une dissociation auriculo-ventriculaire complète, parce que le foyer ectopique ventriculaire, il a son propre rythme et l'activité sinusale normale, elle se poursuit, mais elle est complètement dissociée de l'activité ventriculaire. Alors, on revient à ces complexes de capture et de fusion. Alors, on a dit que l'activité auriculaire, elle peut être dissociée ou bien rétrograde.
Alors, l'activité auriculaire dissociée, elle peut être parfois, par certains moments, à l'origine de dépolarisation normale des ventricules. Et dans ce cas, on parle de complexe de capture ou bien de dépolarisation ventriculaire simultanée, c'est-à-dire en même temps, on a le complexe de la tachycardie ventriculaire qui va fusionner avec le complexe QRS normal d'origine sinusale. Je vais vous expliquer par des exemples. Regardez ici, vous avez donc ici une tachycardie qui est régulière, qui a un complexe QRS qui sont larges. Il s'agit ici vont à un certain moment des complexes qui sont ventricules. Il arrive à capter une dépolarisation à partir de l'activité normale sinusale. D'accord? Le complexe de capture, c'est lorsque les ventricules il arrivent à capter à partir d'une dépolarisation sinusale normale. Le complexe de fusion, c'est quoi la fusion? C'est une fusion entre le complexe de la tachycardie ici avec un complexe d'origine donc sinusale normale. Ça donne un complexe QRS avec une morphologie normale entre les QRS larges du patient et les QRS fins. Oui, donc, quel ECG? C'est le dernier, c'est celui-là? D'accord, je vais répéter. Alors, je reviens, donc, vous avez donc un des signes caractéristiques des tachycardies ventriculaires, c'est quoi? C'est la présence de ces captures, de ces complexes de capture et ces complexes de fusion. Alors, l'activité, donc on a dit que l'activité auriculaire dans le cadre de la tachycardie ventriculaire, elle peut être rétrograde à partir du foyer ectopique ou bien elle peut être dissociée, c'est-à-dire à partir de l'activité normale du muscle sinusal. Alors, cette activité auriculaire dissociée, elle peut être à l'origine de dépolarisation ventriculaire normale, ce qu'on appelle le complexe de capture, ou de dépolarisation ventriculaire simultanée, c'est-à-dire ce qu'on appelle le complexe de fusion. Alors, voici donc ici un exemple de ces complexes de capture et de fusion. Regardez ici, il y a une tachycardie régulière, un complexe QRS large. Alors, pourquoi c'est une tachycardie ventriculaire? Une tachycardie ventriculaire parce que ici, regardez, l'activité auriculaire, elle est complètement dissociée de l'activité ventriculaire. Il y a une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Alors, qu'est-ce qui reconforte encore plus le diagnostic de tachycardie ventriculaire? C'est la présence de ces fameux complexes de capture et de fusion. Ici, on a un complexe, donc par rapport à ces complexes qui sont larges, ce complexe, il paraît très fin. En fait, ça, c'est un complexe qui est capturé à partir des ventricules, à partir de l'activité normale auriculaire sinusale normale. D'accord? Alors, regardez ce complexe. Il a une morphologie qui est intermédiaire entre ce complexe QRS large et ce complexe qui est fin. Il s'agit ici d'une fusion entre le complexe large et le complexe fin d'origine sinusale normale. Ça donne ce qu'on appelle les complexes de fusion. Alors, les complexes de capture et de fusion, ils sont inconstants, ils ne sont pas toujours présents en présence d'une tachycardie ventriculaire, mais leur présence qui permet de signer ou de confirmer l'origine ventriculaire de la tachycardie. Alors, si on résume, une tachycardie ventriculaire, c'est une tachycardie régulière complexe QRS large. Il y a une dissociation auriculo-ventriculaire complète particulièrement visible lorsque la tachycardie ventriculaire n'est pas très rapide. Et ce qui permet aussi de conforter le diagnostic, c'est quoi? C'est la présence de ces fameux complexes de capture et de fusion.
Est-ce qu'il y a des questions ici? C'est clair, très bien. Bon, on peut avancer. On a dit donc que le principal diagnostic, le principal problème, c'est avec la tachycardie, avec le diagnostic des tachycardies ventriculaires, c'est le problème de diagnostic différentiel avec tout ce qui est tachycardie supraventriculaire, mais avec un bloc de branche préexistant, que ce soit organique, que ce soit fonctionnel. Alors, il y a plusieurs algorithmes diagnostiques qui sont assez complexes, qui peuvent être utilisés et qui permettent de différencier sur l'électrocardiogramme entre une tachycardie ventriculaire et une tachycardie supraventriculaire avec un bloc de branche. Alors, de façon simplifiée, qu'est-ce qui est en faveur sur l'électrocardiogramme de surface d'une tachycardie ventriculaire ou d'une tachycardie supraventriculaire? Alors, la première chose, c'est lorsque le patient il a un électrocardiogramme qui est ancien. On a un tracé ancien du patient en dehors de la tachycardie ventriculaire. Et par hasard, lorsque cet électrocardiogramme comporte quelques extrasystoles ventriculaires, donc, alors que la morphologie de ces extrasystoles ventriculaires, elle ressemble donc à la morphologie de la tachycardie ventriculaire, c'est plus en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Par exemple, lorsqu'on a, je répète, lorsqu'on a un électrocardiogramme qui est ancien, on a la chance d'avoir un électrocardiogramme ancien du patient et sur lequel figurent quelques extrasystoles ventriculaires. Lorsque les QRS ils sont différents en tachycardie, donc les QRS normaux du patient ils sont différents en tachycardie, lorsque les extrasystoles ventriculaires sont semblables à la tachycardie, ça c'est en plus en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Alors, lorsque les QRS sont identiques sur un électrocardiogramme ancien qu'en tachycardie, donc, ça permet de conforter le diagnostic de tachycardie supraventriculaire. Maintenant, sur le critère durée des QRS, généralement, les tachycardies ventriculaires, ça augmente de façon très, très importante la largeur des QRS de plus de 140 millisecondes. Inférieur à 140 millisecondes, c'est plus en faveur d'une tachycardie supraventriculaire. Alors, l'axe électrique, généralement, la tachycardie ventriculaire entraîne une déviation axiale très importante. Par contre, les tachycardies supraventriculaires n'entraînent pas de déviation axiale. L'aspect des QRS, alors l'aspect des QRS, dans le cas des tachycardies supraventriculaires, on aura un aspect qui est typique d'un bloc de branche, que ce soit droit, que ce soit gauche. Dans les tachycardies ventriculaires, alors cet aspect de bloc de branche, il est atypique. Ce n'est pas l'aspect classique d'un bloc de branche droit ou d'un bloc de branche gauche. Alors, dans la TV, on a dit qu'il y a une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Par contre, dans les tachycardies supraventriculaires, cette dissociation n'existe pas. Alors, les complexes de capture et de fusion, lorsqu'ils sont présents, sont très en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Par contre, ils sont absents en cas de tachycardie supraventriculaire. Alors ça, c'est parmi les critères qui permettent de différencier entre une tachycardie ventriculaire et une tachycardie supraventriculaire. Alors, toujours, je rappelle, le dogme, c'est quoi? C'est la règle générale. Toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Et toute tachycardie qui est mal tolérée doit être immédiatement réduite par un choc électrique externe. Est-ce que c'est clair ici? Il dépasse les 120 millisecondes.
Bon, il y a une question, comment faire la différence avec une tachycardie jonctionnelle antidromique? C'est ce qu'on vient de voir. C'est ça, c'est les diagnostics avec les diagnostics différentiels des tachycardies ventriculaires par rapport aux tachycardies supraventriculaires avec un bloc de branche ou les tachycardies supraventriculaires sur réentrée auriculoventriculaire antidromique. Généralement, les QRS, ils sont pas très larges. L'aspect du bloc de branche n'est pas très typique. Il n'y a pas de dissociation auriculoventriculaire. Il n'y a pas de contexte de capture et de fusion. Alors, une tachycardie, ça, c'est une tachycardie qui est régulière, qui est un complexe QRS large. Pourquoi large? Parce que la durée des QRS mesurée dans les dérivations périphériques, elle dépasse les 120 millisecondes. Alors, regardez ici, on peut deviner aussi une dissociation auriculoventriculaire ici, des entités qui sont complètement dissociées donc de l'activité ventriculaire. Par ailleurs, on a ici, on a un aspect donc presque de bloc de branche droit. Mais c'est un aspect de bloc de branche droit qui n'est pas typique. D'accord? Il y a une positivité retardée en V1, V2. Mais regardez en V5, V6, ce n'est pas l'aspect classique d'un bloc de branche droit. C'est ce qu'on appelle ici donc un aspect d'un bloc de branche droit atypique. Et ça, c'est en faveur aussi d'une tachycardie ventriculaire. C'est clair? Il y a des questions? Très bien. Donc, on va passer. Alors, les torsades de pointe, un trouble du rythme qui est beaucoup moins fréquent que les tachycardies ventriculaires, mais c'est un trouble du rythme aussi qui est grave, qui expose à un arrêt cardiaque et qui doit être aussi traité de façon urgente. Alors, c'est quoi les torsades de pointe? Les torsades de pointe sont en fait des salves qui ne sont pas soutenues de QRS large, d'amplitude et de polarité variable, de fréquence très rapide de 150 à 300 par minute, irrégulière, avec une rotation progressive et cyclique tous les 5 à 10 ventriculogrammes autour de la ligne isoélectrique. Je m'explique. Alors, les torsades de pointe sont classées parmi ce qu'on appelle les tachycardies ventriculaires polymorphes. Alors, généralement, c'est une extrasystole ventriculaire précoce qui initie souvent la torsade de pointe avec un phénomène R sur T, on va l'expliquer ça. Et le risque essentiel de toute torsade de pointe, c'est la dégénérescence vers une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Alors, c'est quoi sur le plan électrocardiographique cette torsade de pointe? En fait, la torsade de pointe, ça survient généralement sur un front de bradycarde. Et ce qui déclenche le phénomène, c'est généralement une extrasystole ventriculaire qui va survenir très précocement à la fin ou au milieu de l'onde de T. Donc, à la période vulnérable de la repolarisation ventriculaire. C'est ce qu'on appelle le phénomène R sur T, c'est-à-dire une extrasystole qui tombe ici à la fin ou au milieu pendant la période vulnérable de la repolarisation ventriculaire. Alors, ce phénomène R sur T, il va déclencher cette torsade de pointe. La torsade de pointe, c'est quoi? C'est une salve qui n'est pas soutenue de tachycardie ventriculaire, mais qui a une particularité, c'est une sorte d'oscillation de part et d'autre de la ligne électrique, avec retour ensuite vers les complexes sinusaux-normaux. Regardez ici, ça c'est plus clair. Regardez ici le phénomène R sur T, donc une extrasystole très précoce qui survient à la fin de l'onde de T pendant la période vulnérable de la repolarisation ventriculaire et qui va déclencher l'arythmie, c'est-à-dire la torsade de pointe avec, regardez, des complexes qui sont initialement positifs. Ensuite, il y a une rotation qui devient ensuite négative. Donc, de polarité
une succession de complexes de polarité qui est différente. Ensuite, il y a retour vers une activité électrique normale. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit? La torsade de pointe, c'est une salve qui n'est pas soutenue de QRS large, d'amplitude et de polarité variable, de fréquence rapide 150 à 300 par minute, et régulière avec une rotation progressive et cyclique tous les 5 à 10 ventriculogrammes autour de la ligne isoélectrique. On les classe parmi les tachycardies ventriculaires polymorphes. Pourquoi polymorphes? Parce qu'il y a différentes morphologies des QRS. Alors, souvent, c'est une extrasystole ventriculaire précoce qui initie souvent la torsade de pointe avec ce fameux phénomène grand air suité. Le risque essentiel, c'est la dégénérescence vers une tachycardie ventriculaire ou une fibrillation ventriculaire. Alors, ça, c'est la torsade. Phénomène R sur T qui déclenche la torsade avec une succession de complexes QRS qui sont larges, mais qui changent de polarité tous les 5 à 10 ventriculogrammes. Ensuite, retour vers une activité normale. Que veut-on dire par non soutenu de QRS large? Non soutenu, c'est-à-dire qu'elle ne va pas se poursuivre comme une TV. Non soutenu, c'est-à-dire une durée de moins de 30 secondes. Regardez, ça, c'est une salve de torsade de pointe. D'accord? Avec quelques complexes positifs, ensuite quelques complexes négatifs, ensuite retour vers l'activité normale du cœur. D'accord? Il y a d'autres questions? C'est clair? Inès? On peut passer alors. Très bien. Alors, on va voir donc un trouble du rythme qui est extrêmement rare, qui est le flotteur ventriculaire. Moi, personnellement, j'ai jamais vu en pratique clinique ce type d'arythmie. C'est mentionné dans les livres, c'est très rare, je n'ai pas vu ça. Alors, le flotteur ventriculaire, c'est une tachycardie ventriculaire qui est monomorphe, qui est très rapide, où les complexes ventriculaires sont relativement similaires et ondulent sous la forme sinusale à une fréquence très élevée, au-delà de 250 par minute. Elle est mal tolérée, très mal tolérée sur le plan. Comment se traduit la torsade de pointe anatomiquement? C'est-à-dire anatomiquement. C'est-à-dire quoi anatomiquement? C'est pas réellement un foyer ectopique, d'accord? C'est plusieurs foyers ectopiques qui sont déclenchés, en fait, quand l'activité est déclenchée par ce phénomène R sur T. Bon, on passe avec les flotteurs ventriculaires. Donc, c'est une tachycardie ventriculaire qui est monomorphe, qui est très rapide, où les complexes QRS sont relativement similaires et qui ondulent sous la forme sinusale à plus de 250 par minute. Elle est mal tolérée sur le plan hémodynamique et dégénère rapidement en fibrillation ventriculaire. Voici le flotteur ventriculaire, c'est une sorte de tachycardie régulière à complexe QRS large, monomorphe. Il y a une seule morphologie des complexes QRS et qui ont la forme d'une sinusoïde. C'est très rare, je n'ai jamais vu ça. Voilà, ça c'est un exemple aussi de flotteur ventriculaire. Ça, c'est un état qui précède immédiatement le passage en fibrillation ventriculaire et l'arrêt cardiaque. Alors, on va passer au plus grave du trouble du rythme ventriculaire, qui est la fibrillation ventriculaire. La fibrillation ventriculaire, c'est quoi? C'est en fait une activité électrique qui est totalement anarchique du myocarde ventriculaire, une activité qui est complètement anarchique et qui n'a aucune conséquence hémodynamique, c'est-à-dire une activité qui est complètement inefficace. Le patient, il a une fibrillation ventriculaire, il est en état de mort apparent, c'est-à-dire qu'il n'a pas de circulation, il n'a pas de pouls, il n'a pas de tension artérielle.
Alors, sur le plan électrocardiographique, ça se traduit par des ondulations anarchiques d'amplitude et de fréquence variable qui se raréfient et qui disparaissent jusqu'à avoir un tracé plat si on n'intervient pas et on ne traite pas le patient. Donc, le diagnostic électrocardiographique est très très facile. Donc, ça, c'est un diagnostic que généralement on peut porter sur un scope ou un moniteur d'électrocardiogramme. Donc, ce n'est pas difficile le diagnostic électrocardiographique. Cliniquement, on a dit que c'est un état de mort apparente. Il n'y a pas de circulation, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de tension artérielle. Alors, la mort, elle est inéluctable en l'absence de défibrillation immédiate. Alors, le seul traitement salvateur, il n'y a pas d'autre traitement, c'est la défibrillation immédiate par un choc électrique externe. Alors, les gestes salvateurs, en attente d'avoir à proximité un défibrillateur automatique confortable, c'est un massage cardiaque externe en attente de défibrillateur. Alors voici donc ça, c'est une fibrillation ventriculaire, c'est une activité qui est complètement anarchique, qui n'est pas organisée et qui va évoluer vers l'arrêt cardiaque et le tracé plat si elle n'est pas traitée immédiatement. Alors je vous rappelle cet algorithme diagnostique. Alors, devant toute tachycardie, avant tout, il faut revoir est-ce qu'elle est régulière ou irrégulière. Irrégulière, premier diagnostic, c'est quoi? On a dit, c'est l'arythmie complète par fibrillation auriculaire. Il y a d'autres diagnostics aussi, c'est toutes les tachycardies supraventriculaires avec conduction auriculo-ventriculaire qui est variable. Type flotteur, tachycardie atriale avec conduction variable. Alors, lorsque cette tachycardie est régulière, le deuxième critère qu'il faut rechercher, c'est la largeur des QRS. Lorsque les QRS ils sont fins, donc il s'agit d'une tachycardie supraventriculaire. Dans ce cas, en cas de tachycardie sinusale, on va avoir des ondes P, des ondes F de flotteur avec une fréquence ventriculaire à 150 en cas de flotteur, des ondes P' avec en conduction généralement en 2 pour 1 dans les tachycardies atriales et les tachycardies jonctionnelles. Lorsque les QRS sont larges, premier diagnostic, c'est quoi? C'est les tachycardies ventriculaires. Premier diagnostic. Mais il y a d'autres diagnostics différentiels. Essentiellement, les tachycardies supraventriculaires avec le bloc de branche permanent fonctionnel et le syndrome de préexcitation, donc avec des tachycardies jonctionnelles antidromiques. Donc, le temps est fini. On va passer donc immédiatement à la séance, à la réunion suivante.
Alors, on reprend donc. Cet algorithme est très important, il faut le connaître ici pour le diagnostic différentiel des différentes tachycardies. Ça va? On peut passer. On va reporter actuellement donc les signes électrocardiographiques de tout ce qui est insuffisance coronaire. Alors, les signes électrocardiographiques de l'insuffisance coronaire, ils varient selon le stade de cette pathologie. Donc, on peut trouver ce qu'on appelle de l'ischémie myocardique, et ça se traduit par des modifications de l'ordre de T. On peut avoir des lésions myocardiques, et ça se traduit par des modifications du segment ST. Et pour aboutir ensuite à la nécrose myocardique, et dans ce cas, sur l'électrocardiogramme, on va voir il y a apparition de l'onde Q de nécrose. Alors, l'ischémie myocardique, on a dit que toute ischémie myocardique, c'est une modification de l'onde T. Alors, il y a ce qu'on appelle l'ischémie sous-épicardique et l'ischémie sous-endocardique. Alors, l'ischémie sous-épicardique, elle se traduit par une onde T négative et symétrique. Par contre, l'ischémie sous-endocardique, elle se traduit par une onde T ample, pointue et symétrique. Il y a un moyen mnémotechnique qui permet de retenir ces aspects. Alors, dans l'ischémie myocardique, on a dit que c'est des modifications de l'onde T. D'accord? Alors, sous-épicardique, le P de épicardique regarde vers le bas. Donc, il s'agit d'onde T négative et symétrique. L'ischémie sous-endocardique, le D d'endocardique, il regarde vers le haut. Donc, il s'agit, on va avoir une onde T ample, pointue et symétrique. Donc, ischémie myocardique, c'est modification de l'onde T. Sous-épicardique, le P d'épicardique, il regarde vers le bas, donc on va avoir des ondes T négatives et symétriques. Sous-endocardique, le D de endocardique, il regarde vers le haut, on va avoir des ondes T ample, pointues et symétriques. C'est clair? Très bien. Donc, on va passer à la lésion myocardique. Bon, ça, c'est des exemples d'ischémie sous-épicardique, en T négative et symétrique. Ça, c'est typiquement des ondes T négatives de l'ischémie sous-épicardique. Alors ça, c'est un autre. Pourquoi cette différence? On fait cette différence, en fait, pour permettre d'analyser les lésions, pour parler le même langage, en fait. Ça ne correspond pas exactement à la même chose sur le plan anatomique et sur le plan électrocardiographique électrique, mais c'est des anciennes appellations pour qu'on parle le même langage. D'accord? Lorsque vous me dites qu'il y a une ischémie sous-épicardique en antérieur, je comprends qu'il y a des ondes négatives en antérieur. Alors ici, c'est l'exemple typique d'une ischémie sous-endocardique avec ses ondes T amples, pointues et symétriques. Rappelez-vous que l'onde T normale, elle est asymétrique avec une pente ascendante lente et une pente descendante rapide. Ici, il s'agit d'une onde T, elle est ample, mais surtout, elle est symétrique. Ça, c'est une ischémie sous-endocardique. On passe. Alors ça, c'est exactement la même chose aussi. Regardez, ça, c'est ondes T ample, pointu et symétrique en V1, V2, V3 et même en V4. Ça, c'est une ischémie sous-endocardique. Ça, c'est le premier
stade après l'occlusion coronaire, c'est-à-dire le premier stade électrocardiographique de l'infarctus du myocarde. C'est les quelques minutes, les 30 premières minutes après l'occlusion de l'artère coronaire. Alors, pour ce qui est lésions, alors on a dit que les lésions myocardiques, c'est des modifications du segment ST. Alors, la lésion sous-épicardique, ça donne un sous-décalage du segment ST. La lésion sous-endocardique, ça donne un sous-décalage du segment ST. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe en cas d'ischémie. Alors, sous-épicardique, le P d'épicardique regarde vers le bas, donc on va avoir un sus-décalage du segment ST. Sous-endocardique, le D d'endocarde regarde vers le haut, donc c'est l'inverse, on va avoir un sous-décalage du segment ST. Comment peut-on différencier cette entité symétrique de l'ischémie sous-endocardique de l'hypercalémie? Car ça donne la même morphologie. C'est vrai que ça donne la même morphologie, les mêmes entités, ample, pointu, symétrique, mais c'est le contexte clinique. D'accord? Le diagnostic de l'infarctus du myocarde, c'est un diagnostic, vous allez le voir, c'est un diagnostic clinique et électrocardiographique. Douleur thoracique prolongée associée à l'électrocardiogramme. Alors, ici, donc, vous avez retenu comment le moyen mnémotechnique pour retenir les différentes appellations, c'est bon? Très bien. On va passer alors. Alors, regardez ici, donc on a un sous-décalage du segment ST, surtout en D2, en D3. On a VF ici, donc qui est horizontale, c'est une lésion sous endocardie. Alors, on récapitule ce qu'on vient de voir. Le sus-décalage du segment ST, c'est une lésion sous-épicardique. Le sous-décalage ici horizontal du segment ST, c'est une lésion sous-endocardique. L'anté-négatif, c'est une ischémie sous-épicardique. L'anté-positif, ample pointu symétrique, c'est une ischémie sous-endocardique. Et l'association d'un sus-décalage avec anté-négative, c'est ce qu'on appelle l'ischémie lésion sous-épicardique. Et l'association d'un sous-décalage du segment ST avec des entités amples symétriques, c'est ce qu'on appelle ischémie lésion sous-endocardique. Alors, on a vu l'ischémie, on a vu la lésion myocardique, on va passer à la nécrose myocardique. Et la nécrose myocardique, ça se traduit sur l'électrocardiogramme par l'apparition de ce qu'on appelle l'onde-Q de nécrose. Alors, l'onde-Q de nécrose, alors, elle est significative. Pour parler d'une onde-Q de nécrose, il faut que l'onde-Q, elle, soit large et en même temps profonde, c'est-à-dire qu'elle dépasse le 1/3 de l'onde R qui la suit en amplitude, et en durée, elle doit être de plus de 40 millisecondes. Donc, pour parler d'une amplitude nécrose, elle doit dépasser le tiers de l'onde R, de l'amplitude de l'onde R qui la suit, et en durée, elle doit être de plus de 40 millisecondes, c'est-à-dire un petit quart d'heure. Alors, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un ECG qui montre ici un rythme qui est régulier, qui est sinusal avec un axe qui est en D1. Et regardez ici, normalement, en V1, de V1 à V6, normalement, il y a une onde R qui pousse progressivement de V1 à V6. L'onde R augmente progressivement de V1 à V6. Et l'onde S, elle diminue en conséquence. Regardez ici, on a une onde R qui ne pousse pas, avec ce qu'on appelle ici un aspect
QS. Il n'y a pas donc R. En V1, V2, V3, V4, ça n'explique QS. Il n'y a pas donc de R. Ça, c'est l'équivalent d'une amplitude de nécrose en V1, V2, V3, V4. Ce monsieur, il a une séquelle d'un infarctus entérosepto-apical. Alors, je vous rappelle ici la nosologie des syndromes coronariens aigus. Alors, les syndromes coronariens aigus, on les divise en deux grandes entités cliniques électrocardiographiques qui sont les syndromes coronariens aigus sans élévation du segment ST et les syndromes coronariens aigus avec élévation persistante du segment ST. Alors, pourquoi on fait cette différence entre les symptômes coronaires aigus? En fait, parce que la prise en charge diagnostique, la prise en charge thérapeutique et le pronostic, il est complètement différent. Dans les syndromes coronaires aigus avec une élévation persistante du segment ST ou le classique infarctus du myocarde, aussi on l'appelle infarctus du myocarde avec amplitude, c'est-à-dire qu'il y a une amplitude de nécrose qui va apparaître si on n'intervient pas et on ne traite pas le patient. Donc, ici, ça, c'est l'extrême urgence. Ça correspond à une obstruction complète d'une artère coronaire et il faut, coûte que coûte, aller déboucher cette artère. Par contre, dans le syndrome coronaire aigu sans élévation persistante du segment ST, donc, l'occlusion coronaire, elle est incomplète, c'est-à-dire qu'on va administrer un traitement, ensuite, on va envisager l'attitude thérapeutique. Deux stades sans amplitude entre ces deux entités. Alors, la différence entre l'angor instable et l'infarctus sans amplitude, c'est en fait l'élévation des marqueurs de la nécrose myocardique, c'est-à-dire les CPK, MB et les troponines. D'accord? Donc, ça, c'est une entité qui est plus grave que cette entité-là. Je répète, le syndrome coronaire aigu sans élévation du segment ST, en abrégé, c'est SCA, ST-. ST-, ça ne veut pas dire qu'il y a un sous-décalage du segment ST. On peut avoir un sous-décalage du segment ST, des entités négatives ou même un électrocardiogramme qui est strictement normal. Alors, il comporte deux entités, ce qu'on appelle l'angor instable et l'infarctus du myocarde sans amplitude. On l'appelle aussi infarctus du myocarde sous endocardie. Pourquoi on fait la différence entre ces deux entités? Par l'élévation des marqueurs de la nécrose myocardique dans cette entité, qui est l'infarctus du myocarde sans amplitude ou sous endocardie. Alors, lorsqu'on a dit que le syndrome coronaire aigu sans élévation persistante du segment ST, l'occlusion coronaire, elle n'est pas complète, elle est partielle, c'est-à-dire qu'il y a une ischémie myocardique, mais en général, elle n'évolue pas vers la nécrose parce que l'artère n'est pas complètement bouchée. Pourquoi on a une élévation des marqueurs de la nécrose dans cette entité? En fait, parce que le caillot sanguin qui se forme dans l'artère coronaire, il peut s'effriter, il peut emboliser vers ce qu'on appelle la circulation, la microcirculation coronaire. Et ça entraîne des foyers de micro-infarctus dans les régions limitées, dans les régions sous-endocardiques du cœur. Et ça explique l'élévation des marqueurs de la nécrose dans cette entité-là. Alors, cette entité-là, qui est l'infarctus du myocarde avec contenue ou infarctus du myocarde, on l'appelle transmural, c'est-à-dire que la nécrose myocardique, elle va toucher les trois tuniques cardiaques. D'accord? Bien évidemment, cette entité, elle entraîne une élévation très importante des marqueurs de la nécrose myocardique. Alors, à partir de ce schéma, on peut définir ce qu'on appelle la définition universelle de l'infarctus du myocarde.
Alors, à partir de ce schéma, je peux dire que tout infarctus du myocarde est défini par une élévation des marqueurs de la nécrose myocardique, c'est-à-dire les troponines ou les CPK-1B. Il peut être un infarctus sans intrus ou sous-endocardique ou un infarctus classique transmural ou avec intrus. Est-ce que c'est clair ça? Très bien. Donc on va avancer et on va aborder en fait l'évolution des signes électrocardiographiques au cours du syndrome coronaire aigu ST+, ou infarctus du myocarde avec AMPU ou infarctus du myocarde transmural. Alors, la caractéristique essentielle de l'électrocardiogramme au cours du syndrome coronaire aigu ST+, c'est que cet électrocardiogramme, il est évolutif. C'est-à-dire que l'électrocardiogramme réalisé à la première heure n'est pas l'électrocardiogramme réalisé à 3 heures, n'est pas l'électrocardiogramme qui est réalisé à 24 heures. Donc, c'est des signes qui évoluent au cours du temps. Alors, vous avez à l'état de base, ensuite survient l'occlusion coronaire complète, la thrombose coronaire complète. Alors, le premier stade, on l'a déjà vu, c'est quoi? C'est un stade qui est très précoce durant les 30 premières minutes après l'occlusion coronaire et c'est un stade d'ischémie sous-endocardique. Ischémie, donc modification de l'entité sous-endocardique, D regarde vers le haut, donc entité ample, pointue et symétrique. Ah, ça, c'est le stade le plus précoce des signes électrocardiographiques du syndrome coronaire aigu ST+. Généralement, le patient il ne consulte pas à ce stade-là. Généralement, on n'a pas cet électrocardiogramme parce que le patient il consulte généralement plus tard que ce stade-là. Il est rare qu'on observe ce stade chez un patient souffrant d'un syndrome coronaire aigu ST+. Ensuite, entre 30 minutes et la 4e heure, va apparaître la classique onde de Pardé. Cette onde de Pardé est caractérisée par ce sus-décalage du segment ST qui est convexe vers le haut et qui va englober l'onde de T. C'est ce qu'on appelle l'onde de Pardé. Sus-décalage, convexe vers le haut et qui englobe l'onde de T. C'est l'onde de Pardé. Et l'onde de Pardé, c'est la traduction d'une lésion sus-décalage, donc lésion sous-épicardique. Alors, après l'apparition de l'onde de Pardé, entre 4 heures et 12 heures après l'occlusion coronaire, va apparaître l'onde Q de nécrose, qui est significative lorsqu'elle dépasse 25% de l'onde R qui la suit, et lorsque sa durée dépasse le 1 petit carreau, c'est-à-dire 40 millisecondes. Donc, le sus-décalage du segment, il y a une négativation de l'onde T. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ce qu'on appelle une lésion ischémie sous-épicardique. Lésion ischémie sous-épicardique. Alors, au-delà de 12 heures, alors il y a une onde Q de nécrose qui va commencer à se creuser de façon très importante. Elle devient très ample et très prolongée. Et le segment ST, il retourne à la ligne isoélectrique et l'onde T négative qui va persister. C'est une ischémie sous-épicardique. Alors, appareil à ce stade, au-delà de 3 à 4 jours, au-delà de 7 jours, donc l'onde Q va persister comme séquelle de l'infarctus du myocarde et ensuite il y a une repositivation des ondes T. Donc, la caractéristique essentielle des signes au cours de l'infarctus du myocarde, c'est qu'ils sont évolutifs dans le temps et passent par ces 4 stades. Dans la 5e image, où est l'onde T? 1, 2, 3, 4, 5. Ça, voilà l'onde T. Elle est négative ici. Il y a un retour à la ligne isoélectrique du segment ST, ensuite une négativation de l'onde T.
C'est clair? Bon, on continue alors. Donc, alors regardez ici, vous avez un rythme qui est régulier, mais qu'est-ce qu'on a ici? Un sus-décalage du segment ST qui englobe, qui est convexe vers le haut et qui englobe l'onde T. Ça, c'est la classique onde par D dans les dérivations D2, D3 et AVF. Ça, c'est un infractus du myocarde ou un syndrome coronaire aigu ST+, en inférieur, dans les dérivations inférieures. Alors, regardez, à ce sus-décalage s'associe ce qu'on appelle les images en miroir. Avec un sous-décalage en miroir, c'est exactement le miroir de ce qui se passe ici, qu'on observe ici en ABL, en V1 et en V2. Donc, c'est un sus-décalage, c'est un sous-décalage dans les dérivations opposées aux dérivations où il existe le sus-décalage. C'est ce qu'on appelle les images en miroir. Alors, les caractéristiques, donc, on récapitule les caractéristiques. Pourquoi ce n'est pas un ST-? Pourquoi ce n'est pas un ST-? Sus-décalage du segment ST avec douleur thoracique prolongée égale syndrome coronaire aigu ST+. Alors, l'image en miroir, ça s'associe au sus-décalage, ça traduit le miroir, en fait, sur le plan électrocardiographique de ce qui se passe au niveau du miroir, c'est-à-dire c'est une image en miroir. C'est exactement, si on projette ce sus-décalage sur un miroir, on va avoir ce sous-décalage. C'est exactement l'inverse de ce qui existe dans le territoire de l'infractus. Alors, si on résume, ça ne peut pas être un ST-. Tout sus-décalage avec douleur thoracique prolongée, c'est un syndrome coronaire aigu ST+. Le sous-décalage du segment ST ou l'image en miroir, il est inconstant. Mais lorsqu'il existe, il comporte le diagnostic du syndrome coronaire aigu ST+. Alors, donc on a dit que dans le syndrome coronaire aigu ST+, les signes électrocardiographiques ils sont évolutifs, mais aussi ils peuvent s'associer de façon inconstante à des images, on les appelle les images en miroir. La troisième caractéristique des signes électrocardiographiques du syndrome coronaire aigu ST+, c'est qu'ils sont systématisés. Je m'en ai systématisé, c'est-à-dire qu'ils sont limités à un territoire de perfusion d'une artère myocardique, d'une artère coronaire. D'accord? Ici, c'est le territoire inférieur. C'est un sus-décalage qui est systématisé. On récapitule, les signes électrocardiographiques du syndrome coronaire aigu ST+ sont évolutifs dans le temps, ils sont systématisés et ils s'associent de façon inconstante à des images en miroir, c'est-à-dire à type de sous-décalage du segment ST dans les dérivations opposées. En même chose ici, regardez, vous avez un sus-décalage du segment ST qui est convexe vers le haut, qui englobe l'onde T dans les dérivations D2, D3 et AVF. Donc, il s'agit ici d'un infarctus inférieur. En même temps, on a des images en miroir en D1, D2, D3 et en AVR qui sont exactement l'opposé de ce qui se passe en inférieur. Donc, ça, c'est un infarctus inférieur. Alors, même chose ici, il n'y a pas de nouveau. Ça, c'est un infarctus antérieur avec un sus-décalage du segment ST dans les dérivations antérieures qui englobe l'onde T, mais en même temps, ce qui est l'inverse du territoire antérieur, le miroir de l'antérieur, c'est le territoire inférieur. Regardez ici, dans le territoire inférieur, on a un sous-décalage en miroir dans les dérivations inférieures. C'est le miroir de ce qui se passe ici dans les dérivations antérieures.
Est-ce que vous avez assimilé ça? Très bien. Alors, on passe donc au territoire myocardique. Alors, pour parler le même langage sur l'électrocardiogramme, on a besoin de définir les différents territoires myocardiques. Alors, voici les dérivations de l'électrocardiogramme. Alors, le territoire qui englobe D2, D3, AVF, c'est le territoire qu'on appelle inférieur. V1, V2, V3, c'est le territoire antéroceptal. V3, V4, c'est le territoire qu'on appelle apical. V5, V6, D1 et AVL, c'est le territoire latéral. V7, V8, V9, c'est le territoire basal. Et V3R, V4R, c'est le territoire qui correspond au ventricule droit. Alors, à partir de ces dérivations ou de ces territoires, on peut différencier, on peut déduire les différents territoires myocardiques. Alors, V1, V2, V3, V4, ça correspond au territoire antéro-septo-apical. V4, V5, V6, D1, AVL, c'est le territoire apico-latéral. D2, D3, AVF, V5, V6, c'est le territoire. Vous pouvez me dire quel territoire? Allez-y. Très bien, c'est le territoire inféro-latéral. Alors, D2, D3, AVF, V4, V5, V6, c'est quel territoire? Inféro-apico-latéral, très bien. V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 et AVL, c'est le territoire, on l'appelle antérieur étendu. D2, D3, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 et AVL, c'est le territoire, on l'appelle circonférentiel, c'est-à-dire tous les territoires myocardiques. D2, D3, AVF, V1, V2, V3, on l'appelle comment? Ça sort un peu de la règle, ça. Allez-y. Septal profond, très bien. C'est un territoire septal profond. D2, D3, AVF, V7, V8, V9, c'est le territoire inféro-basal. D2, D3, AVF, V5, V6, V7, V8, V9, c'est quel territoire? Allez-y. Inféro-latéro-basal, excellent. D2, D3, AVF, V3R, V4R, c'est le territoire, on l'appelle inférieur, mais qui est étendu au ventricule droit. On va faire une sorte de révision de ce qu'on a vu au cours de 4 séances. Alors, quand est-ce qu'on va avoir des QRS larges sur l'électrocardiogramme? Quand est-ce qu'on a des QRS qui sont larges? Est-ce que vous pouvez donc vous revenir aux 4 séances et me dire quand est-ce qu'on a des QRS larges? Alors, on a dit la réponse, vous dites que TV. Alors, moi, je dirais tous les rythmes d'origine. Très bien, très bien, très bien. Alors, QRS large, c'est les blocs de branches, très bien. Tous les rythmes d'origine ventriculaire, tout rythme dont l'origine est ventriculaire, mais aussi on a vu quelque chose, c'est les préexcitations ventriculaires. D'accord? Alors, très bien, très bien. Vous avez répondu, très bien. Alors, quand est-ce qu'on a une déviation axiale gauche sur l'électrocardiogramme?
Quand est-ce qu'on trouve une déviation axiale gauche? Très bien, hypertrophie ventriculaire gauche. Quoi d'autre? Bloc de branche aussi, complet, gauche, oui, on peut. Non, infarctus du ventricule droit, non. Le bloc de branche gauche, oui. Rappelez-vous, il y a une autre chose. Non, non, non. Pas la TV et pas... Non. Donc, bloc de branche gauche, c'est juste. Hypertrophie ventriculaire gauche, c'est juste. Mais aussi l'hémibloc antérieur gauche. Rappelez-vous, la définition de l'hémibloc antérieur gauche, c'est avant tout une déviation axiale gauche, une déviation axiale gauche marquée. On peut avoir aussi, lorsque le corps couché, c'est des patients qui sont généralement longiligne. Et le bloc de branche gauche complet. Déviation axiale droite quand? Donc, bien sûr, hypertrophie ventriculaire droite, cœur verticalisé ou hémibloc postérieur gauche. L'hémibloc postérieur gauche, ça donne exactement l'inverse de l'hémibloc antérieur gauche, c'est-à-dire une déviation axiale droite. Quand est-ce qu'on a des ontés négatives? C'est tout ce qui est ischémie sous-épicardique, les hypertrophies ventriculaires notamment, avec ce qu'on appelle des troubles secondaires de la repolarisation, les blocs de branche aussi, avec ce qu'on appelle les troubles secondaires de la repolarisation. La péricardite aiguë aussi peut donner des ontés négatives et tout ce qui est hypocalémie. C'est clair? Très bien. Oui, l'intoxication digitalique, elle donne pas vraiment des ontés négatives, mais une sorte de cupule. C'est un aspect caractéristique. Je vais vous montrer quelques ECG. Ce n'est pas vraiment des ontés qui sont négatives, c'est ce qu'on appelle une cupule digitalique. L'imprégnation digitalique, oui. Mais ce n'est pas vraiment des ontés qui sont négatives. Oui. Alors, augmentation de la déflexion intrinsicoïde quand c'est tout ce qui est hypertrophie, les blocs de branche. Alors, si vous pouvez me répondre à cette question, quand est-ce qu'on a une dissociation auriculo-ventriculaire complète? Donnez-moi quelques diagnostics. TB, très bien. BAV complet, très bien. Et tachycardie ventriculaire. Entru de nécrose, entru, quand est-ce qu'on a une entru? Syndrome coronaire aigu ST+, oui. Quoi d'autre? Rappelez-vous. Nécrose myocardique, donc. L'HVG du type diastolique, elle donne cette entru fine, profonde en V5, V6. La cardiomyopathie hypertrophique, c'est une sorte d'hypertrophie ventriculaire gauche asymétrique qui peut se traduire aussi sur l'électrocardiogramme par des entrus de pseudo, on les appelle les entrus de pseudo-nécrose. Aussi, les préexcitations ventriculaires peuvent donner un aspect d'entrus, notamment dans les dérivations inférieures. Décalage du segment ST, c'est quand? C'est des lésions sous-épicardiques. Il y a une question, comment on peut avoir un syndrome coronaire aigu ST+, sans infarctus? Oui, sans infarctus. Un syndrome coronaire aigu ST+, c'est un infarctus du myocarde. Alors, sous-décalage du segment ST, c'est lésions sous-épicardiques. Les blocs de branche gauche, rappelez-vous, les troubles secondaires du bloc de branche gauche en V1, V2, c'est un sous-décalage du segment ST avec des ontés amples et amples. Alors, la péricardite aiguë aussi, elle peut donner ce qu'on appelle
un sus-décalage du segment ST, mais la caractéristique essentielle de ce sus-décalage dans la péricardite aiguë, c'est qu'il est diffus, c'est-à-dire qu'il n'obéit pas à un territoire coronaire systématisé comme dans le cas du syndrome coronaire aigu ST+. Et les signes électrocardiographiques dans la péricardite aiguë, il évolue en 3 stades qu'on appelle les stades d'Holtzmann, avec au début un sus-décalage du segment ST qui est généralement à l'inverse du sus-décalage du segment ST du syndrome coronaire aigu ST+, il est concave vers le haut. Alors ensuite, il y a un retour à la ligne isoélectrique du segment ST. Ensuite, il y a une négativation de l'entrée. La caractéristique essentielle des signes électrocardiographiques de la péricardite aiguë qui les font différencier du syndrome coronaire aigu ST+, c'est le caractère diffus et surtout l'absence d'image en miroir. C'est clair? Alors, quand est-ce qu'on a un rythme ventriculaire? C'est clair ça? Alors, quand est-ce qu'on a un rythme ventriculaire qui est irrégulier? Est-ce que vous pouvez me dire? Premier diagnostic, pas fibrillation ventriculaire, c'est la fibrillation auriculaire. Arythmie, on a dit, la plus fréquente, avec un rythme ventriculaire qui est irrégulier. Quoi d'autre? Toutes les autres tachycardies supraventriculaires avec des conductions nodales auriculoventriculaires qui sont variables. Très bien. Troisième diagnostic, rappelez-vous, oui, les extrasystoles, ça donne de façon instantanée une irrégularité du rythme, mais c'est globalement le rythme va être régulier. Alors, le troisième diagnostic, c'est quoi? C'est le bloc auriculoventriculaire de deuxième degré ou MOBITS 1, qui va donner un allongement progressif de l'espace PR jusqu'à une onde P qui est bloquée. Dans ce cas, le rythme il va être irrégulier. Alors, il y a ce qu'on appelle les arythmies sinusales physiologiques. Ça s'observe généralement chez le sujet jeune. Il n'y a aucune implication pronostique. C'est clair? Très bien.
On peut avoir la question, donc on peut avoir un ST+ sans nécrose myocardique. Oui, bien sûr, le syndrome coronarien aigu ST+, plus on agit tôt, plus on intervient tôt pour ouvrir l'artère, vous allez le voir dans le syndrome coronarien aigu ST+, et plus le pronostic est meilleur, et plus la nécrose myocardique, elle est limitée. Donc, ça dépend de la précocité de la prise en charge. Alors, on va reprendre, on va essayer de récapituler ce qu'on vient de voir dans les 4 séances d'électrocardiogramme et on va interpréter quelques électrocardiogrammes. Alors, je vous laisse donc 10 secondes par électrocardiogramme. Je vous demande de donner un diagnostic. D'accord? Vas-y. Alors, non, ce n'est pas une fibrillation auriculaire. Très bien. Donc, c'est une hypertrophie auriculaire droite. Regardez ici, en D2, regardez toujours pour analyser l'onde P, la deuxième dérivation, parce que ça coïncide avec l'axe de l'onde P. Donc, regardez, vous avez une amplitude qui est augmentée de l'onde P, qui dépasse les 3 petits carreaux. Donc, il s'agit d'une hypertrophie auriculaire droite. On l'appelle onde P pulmonaire. Mais en même temps, regardez qu'est-ce qu'on a ici. Un aspect, une inversion du rapport R sur S en V1, qui est supérieur à 1 en V1. Normalement, on n'a pas cet aspect-là. On a un petit R grand S. Donc, il s'agit ici d'une hypertrophie ventriculaire droite. Donc, hypertrophie auriculaire droite et une hypertrophie ventriculaire droite. Vas-y. Très bien. Donc, QRS large, donc c'est un bloc de branche. Il s'agit d'un bloc de branche droit complet. Donc, il y a une positivité retardée en V1, V2. Et surtout, on a une onde S profonde et empâtée, large et empâtée en V5 et V6. Z, bloc de branche droit complet. Quoi d'autre? Fibrillation auriculaire, très bien. C'est un rythme qui est irrégulier. Il n'y a pas d'ondes P qui sont remplacées par de petites trémulations de la ligne isoélectrique. C'est les ondes F de fibrillation auriculaire. Donc, il s'agit d'un bloc de branche droit complet avec fibrillation auriculaire. Et il y a quelque chose d'autre aussi.
pas un aspect d'onde aussi. Il y a aussi une déviation marquée de l'axe QRS qui ici coïncide à droite, très marquée, une déviation très marquée de l'axe QRS qui coïncide ici avec AVR. Donc ça, c'est un patient qui a une embolie pulmonaire massive qui a entraîné un bloc de branche droit, une fibrillation auriculaire et une déviation axiale droite très importante. Ça sur ça. Alors, regardez cet ECG. Très bien, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche du type systolique, parce qu'on a un indice de Sokolov qui est franchement augmenté au-delà de 35 millisecondes. R en V5, V6 plus 1 en V1, V2 dépasse largement 35 mm. Il s'agit d'une hypertrophie ventriculaire gauche de type systolique. Pourquoi? Parce qu'on a du trouble secondaire de la repolarisation à type de sous-décalage du segment ST avec des ondes négatives en V5 et en V6. Voilà, cet ECG. Tachycardie sinusale, oui, c'est un électrocardiogramme qui ne montre pas vraiment d'anomalie. C'est un ECG qui est presque normal, à part une petite tachycardie qui est sinusale. Regardez cet ECG. Très bien. Oui, oui. Alors, donc, c'est un rythme qui est régulier, qui n'est pas sinusal. Il y a une bradycardie manifeste et cette bradycardie est en rapport avec un bloc auriculo-ventriculaire 2 sur 1. Une onde P qui est conduite et une onde P qui est bloquée. Une onde P conduite, une onde P qui est bloquée. Une onde P conduite, une onde P qui est bloquée. Donc, c'est un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré 2 sur 1. Regardez cet électro. Très bien, c'est un aspect typique d'onde aussi. Il s'agit d'un rythme ici irrégulier, manifestement irrégulier, avec une activité auriculaire anormale qui est en dents de scie. Il s'agit d'un flotteur auriculaire qui est à conduction variable. C'est pour cette raison que le rythme il est irrégulier. Voilà, vas-y. Alors ça, c'est la même chose, j'anticipe. Donc, c'est un flotteur auriculaire avec l'activité auriculaire en dents de scie, mais ici un rythme régulier parce que la conduction, elle est constante, elle se fait en 3 pour 1. C'est un flotteur auriculaire à conduction fixe 3 pour 1. Voilà.
ECG. Alors, très bien, un HVG, c'est une hypertrophie ventriculaire gauche, mais de quel type? Alors, on a une HVG, pourquoi? Parce que le Sokolov, il est franchement augmenté. Regardez l'amplitude des QRS en V1, V2 et en V5, V6. C'est supérieur à 35 millisecondes, le Sokolov. Mais une HVG, mais qui est de type mixte. Pourquoi mixte? Parce qu'on a un sous-décalage du segment ST en P négatif comme une HVG systolique et on a des entrées fines et profonde en V5, V6 comme une hypertrophie ventriculaire gauche du type diastolique. Il s'agit d'une HVG ici du type mixte. Alors, cette ECG, très bien, c'est une arythmie complète par fibrillation auriculaire. C'est un diagnostic relativement facile. C'est un rythme qui est irrégulier. Il n'y a pas d'ondes de P qui sont remplacées par des ondes F de fibrillation auriculaire. Donc, il s'agit d'une arythmie complète par fibrillation auriculaire. Voilà, ECG. Allez, rapidement. Oui, c'est un bloc de branche gauche complet. Donc, QRS large égale bloc de branche complet. Gauche, pourquoi gauche? Parce qu'on a un aspect donc R exclusif en V5, V6, mais en même temps, on a un aspect QS en V1, V2 avec sus-décalage du segment ST. Ça, c'est un aspect typique du bloc de branche gauche complet. Alors, pour ce qu'on a vu lors de la réunion précédente, voici un patient qui a une arythmie complète par fibrillation auriculaire qui est relativement lente et qui est sous traitement digitalique et qui est bien imprégné par le traitement digitalique. Regardez qu'est-ce qu'on a ici en dérivation V5, V6 et en D2, D3, AVF. On a ce qu'on appelle cette cupule digitalique. Ça, c'est un signe de bonne imprégnation par le traitement digitalique. Je passe sur ça. Donc, l'électrocardiogramme. Oui, c'est une tachycardie régulière complexe QRS large. C'est une tachycardie ventriculaire. Pourquoi? Parce que regardez ici. Donc, regardez ce complexe-là. C'est un complexe, ce qu'on appelle un complexe de capture. Un complexe de capture. Et la présence d'un complexe de capture sur une tachycardie ventriculaire complexe QRS large, ça signe l'origine ventriculaire de la tachycardie. Vas-y.
Alors, oui, on a un bloc de branche droit qui est complet, qui reste large, bloc de branche droit complet. Mais qu'est-ce qu'on a aussi? On a un allongement très important de l'espace PR. Regardez, PR, PR, PR. Il s'agit d'un BAV du premier degré avec un bloc de branche droit complet. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a aussi? On a une déviation à gauche de l'axe QRS avec un aspect R, S, S. Régime sans sel, ça définit le hémibloc antérieur gauche. Donc, on a ce qu'on appelle un bloc de branche droit complet associé à un hémibloc antérieur gauche et un PR qui est long. C'est un électrocardiogramme qui traduit une altération sévère du tissu de conduction cardiaque. Et ça, c'est un stade qui précède le passage vers le bloc auriculo-ventriculaire complet. C'est clair? Très bien. On passe. Alors, regardez cet électrocardiogramme rapidement. Hein. Très bien, c'est un syndrome coronaire aigu ST+ en inférieur. Pourquoi? Parce qu'on a un sus-décalage ici convexe vers le haut qui englobe l'entrée en inférieur, c'est une onde de Pardy en inférieur. Mais ce syndrome coronaire aigu ST+, il est compliqué d'un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré, Mobitz 1. Regardez l'espace en D2, toujours analysé D2 pour le rythme et la conduction. L'espace PR, il s'allonge de façon progressive jusqu'à la survenue ici d'une entrée bloquée. Ensuite, un deuxième cycle qui va recommencer. Donc, ça donne globalement un rythme qui est irrégulier. Très bien. On passe sur ça. Regardez ici. Aussi, c'est un autre exemple d'un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré, Mobitz 1, avec l'allongement progressif de l'espace PR jusqu'à la survenue de l'onde P ici, qui est bloquée. Alors, diagnostic. Oui. Très bien, c'est un bloc auriculo-ventriculaire de deuxième degré à haut degré ou un BAV 3 sur 1. On a une entrée qui est conduite sur 3. Ça, c'est bloqué, ça, c'est bloqué et ça, c'est conduit. C'est un BAV du deuxième degré 3 sur 1. Regardez cet électrocardiogramme. Très bien, c'est un syndrome coronaire aigu ST+, en inférieur, sus-décalage englobant l'entrée en D2, D3, AVF ou en deux par D. Associé à des images en miroir en V1, V2 et en AVL, regardez le sous-décalage du segment ST. Mais il y a autre chose aussi, quelque chose d'important en manque. C'est quoi? À part l'image en miroir, on l'a dit, l'image en miroir. Non, ce n'est pas un BAV du premier degré. Regardez ici, on a ce qu'on appelle une dissociation complète entre les oreillettes
Et les ventricules, regardez. Oreillette, 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 oreillette. Elle tombe ici dans l'entrée, on ne la voit pas. Oreillette. Donc, le rythme auriculaire, il est complètement dissocié du rythme ventriculaire. Ça explique la bradycardie. C'est un bloc auriculo-ventriculaire du troisième degré. Donc, c'est un infarctus inférieur qui est compliqué d'un BAV du troisième degré ou un BAV complet. Oui? Oui, c'est un bloc de branche droit complet. QRS large, bloc de branche droit complet. Quoi d'autre? Alors regardez, on a une déviation à gauche de l'axe QRS qui est ici en ABL. Donc il s'agit ici d'un hémibloc antérieur gauche avec un aspect RSS, régime sans sel. Déviation axiale gauche, régime sans sel. Donc hémibloc antérieur gauche avec un bloc branche droit complet. On l'appelle bloc bifasciculaire. D'accord? C'est clair? Très bien. Oui. Alors, oui, c'est une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Regardez les ondes P qui sont complètement dissociées des ventricules avec une bradycardie. C'est un bloc auriculo-ventriculaire du 13e degré. Alors, tout bloc auriculo-ventriculaire du 13e degré est défini par son foyer d'échappement. Ici, les QRS sont fins avec un rythme qui est relativement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, qui est long. Donc ça, c'est un échappement qui est intra ou intra-isien. On l'a vu celui-là, celui-là on l'a vu. Alors voilà, interpréter cet ECG. Non, en fait, ce n'est pas un BBG. Regardez, vous avez ici les complexes très bien. Extrasystole ventriculaire 2 sur 1, on ne l'appelle pas 2 sur 1, on l'appelle un bégéminisme ventriculaire. Ça, c'est un complexe sinusal normal et ça, c'est une extrasystole ventriculaire. Complexe QRS normal et ça, c'est une extrasystole ventriculaire. Donc, c'est un bégéminisme ventriculaire. Allez, on a déjà vu un exemple comme ça, c'est quoi? Non.
Donc, c'est un syndrome coronaire aigu ST plus en inférieur. On a un sus-décalage du segment ST en inférieur. Et en même temps, on a une dissociation auriculo-ventriculaire complète. Donc, c'est un infarctus inférieur qui est compliqué d'un BAV du 3e degré. Très bien. Je passe sur ça. Je passe sur ça. Oui. Non, ce n'est pas une TV. Regardez, c'est une tachycardie régulière à complexe QRS qui sont fins. La largeur de QRS, elle ne dépasse pas les 80 millisecondes. Si on mesure sa fréquence, c'est autour de 180 par minute. Autre chose, on n'individualise ni onde F de flotteur, ni onde P' de tachycardie atriale. Mais parfois, on peut arriver à distinguer ici ce qu'on appelle les ondes P rétrogrades. D'accord, d'activation rétrograde. Très bien. C'est une tachycardie jonctionnelle, très probablement par réentrée intranodale. Très bien. Alors, l'ergométrie, on l'a vu à plusieurs reprises, donc on va passer. Alors, ça, c'est un électrocardiogramme très intéressant. Celui qui peut deviner ça, il a tout compris des 4 séances qui ont précédé sur l'électrocardiogramme. Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et me dire de quoi il s'agit. C'est assez difficile, mais celui qui a bien compris, il peut répondre. Alors, pas de volontaire pour interpréter? Non, ce n'est pas une HVG du type systolique. Oui, c'est un ST+. Quoi d'autre? Il manque quelque chose d'autre? Très bien, c'est une TV. TV, très bien, TV. Qui peut me donner un diagnostic complet? On va expliquer. Très bien. Vous êtes passé déjà en cardiologie. Très bien. Alors, si on analyse cet électrocardiogramme, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, toujours regarder D2. On a en fait une sorte de tachycardie qui est globalement régulière. D'accord? C'est une tachycardie qui est globalement régulière. Les complexes QRS, ils sont globalement larges. Donc, toute tachycardie régulière à complexe QRS large est une tachycardie ventriculaire jusqu'à preuve du contraire. Alors, regardez ce qu'on a ici. On a un QRS fin, mais qui montre un sus-décalage du segment ST dans les dérivations D2, D3, AVF. Ça, c'est un complexe de capture à partir de l'activité sinusale normale qui montre en fait un infarctus inférieur. D'accord? Regardez ici la morphologie de ce QRS. C'est en fait intermédiaire entre ce QRS et ce QRS. Donc, c'est ce qu'on appelle le complexe de fusion. Donc, la présence d'une tachycardie régulière à complexe QRS large avec des complexes de capture et des complexes de fusion signe la tachycardie ventriculaire.
Il s'agit ici d'un infarctus inférieur qui est compliqué d'une tachycardie ventriculaire. C'est clair?